Mon frère a vécu derrière une façade toute sa vie, je l'ai simplement démantelé. J'ai grandi dans le Michigan, premier enfant d'une famille de 3. J'ai consacré beaucoup d'efforts à mes études, finissant par être accepté à l'Université d'État du Michigan, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste stable dans le secteur technologique à Chicago. J'ai consacré près de 10 ans à faire progresser ma carrière professionnelle avant d'accepter un poste à distance très attrayant qui m'offrait la possibilité de retourner dans ma ville natale. La proposition était trop alléchante pour être refusée, une augmentation de salaire annuel de 45 000 $, couplée à des actions de la société déjà évaluées à 30 000 $. Mon jeune frère, Nat, qui a actuellement 29 ans, a toujours occupé la position de favori aux yeux de notre mère. Elle n'a jamais tenté de dissimuler cette préférence. Alors que je travaillais à temps partiel pour m'offrir un véhicule d'occasion, Nat a reçu une voiture neuve en cadeau pour ses 18 ans. Lorsque je l'ai approché pour obtenir de l'aide pour les frais de scolarité, j'ai eu droit à un long discours sur l'importance de l'autonomie. Cependant, lorsque Nat a décidé de lancer une affaire de camion à tacos, qui a finalement échoué en moins d'1 an, épuisant 85 000 $ de leurs économies, nos parents lui ont apporté un soutien inconditionnel, sans hésitation. Un tel traitement disparate n'est pas sans précédent. Pendant notre enfance, j'étais puni pour des transgressions mineures, comme laisser mon vélo dans la cour pendant la nuit. Inversement, Nat a un jour traversé à vélo les parterres de fleurs coûteux d'un voisin, causant des centaines de dollars de dégâts. Notre mère, cependant, a imputé la faute au voisin pour avoir planté trop près du trottoir. Je me souviens très bien de l'avoir vu rédiger le chèque de remboursement, se présentant comme la partie lésée, et récompensant ensuite Nat avec une glace pour apaiser son angoisse face à l'ensemble de l'incident. Malgré ces expériences, j'ai cultivé une vie épanouissante selon mes propres conditions. J'occupe actuellement un poste de cadre en tant qu'architecte logiciel, je gagne un salaire à 6 chiffres et je profite d'un style de vie détendu dans un condominium moderne et élégant. Cela a demandé des efforts considérables, mais je me suis consciemment éloigné des troubles liés à ma famille. Ma sœur, Cathy, 27 ans, le comprend parfaitement. Elle est infirmière, a financé ses études de manière indépendante et a subi le même favoritisme que moi. Elle travaillait de nuit dans un restaurant tout en étudiant tôt le matin, tandis que Nat se socialisait et résidait gratuitement dans le sous-sol de nos parents. Cathy et moi avons une tradition, un appel vidéo mensuel consacré à l'expression de nos griefs concernant notre famille. Nous parions généralement sur la prochaine action imprudente de Nat. J'ai gagné 50 $ le mois dernier en prédisant correctement qu'il se lancerait dans le trading en ligne après avoir observé un influenceur. Il a par la suite perdu 3 000 $ en moins de 48 heures. Mon ami le plus proche, Derek, également âgé de 32 ans, est une présence constante depuis le collège. Notre amitié a commencé après qu'il m'ait défendu lorsqu'un professeur m'a injustement donné une retenue. Derek avait vu Nat lancer des avions en papier, et quand j'ai été blâmé, il est intervenu. C'est ce type, a-t-il déclaré. Brody prend juste le blâme pour son frère, comme toujours. Derek a également été puni, mais ce moment a renforcé notre lien. Il possède un esprit vif et pince sans rire qui dissipe toute prétention de nos jours. Il travaille comme ingénieur en mécanique pour un entrepreneur de la défense et n'hésite jamais à dénoncer les mensonges, surtout lorsqu'ils impliquent ma famille. Depuis des années, il me conseille de cesser de rechercher la validation de mes parents. J'aurais dû écouter ses conseils. Tous les samedis matins, nous nous retrouvons sur le terrain de basket et donnons une leçon aux jeunes joueurs avec des techniques à l'ancienne et des jeux intelligents. Derek appelle cela dad ball, soulignant l'empressement et l'acuité mentale plutôt que le style tape à accent grave-l'œil. Le véritable concours s'ensuit ensuite, lorsque nous débattons de qui a la famille la plus dysfonctionnelle. Son père l'a abandonné pendant son enfance, et sa mère traitait les relations comme des accessoires jetables, ce qui en fait une compétition toujours serrée. Environ 1 an après mon retour à la maison, j'ai rencontré Allison, 30 ans, lors d'un mixeur technologique local au centre-ville. Elle faisait une présentation sur la stratégie numérique pour le marketing interentreprise. Elle était vive, spirituelle, confiante et rapide avec le sarcasme, et elle a fait 3 références astucieuses à Star Wars pendant son exposé. Je me suis senti obligé de me présenter. Nous nous sommes immédiatement connectés. En 6 mois, nous étions officiellement en couple. Allison a été élevée avec 4 frères, elle valorise donc l'honnêteté par-dessus tout. Lorsqu'elle a rencontré Derek, ils ont engagé un débat de 2 heures sur la plausibilité du fonctionnement des sabres laser dans le monde réel, tandis que je me contentais d'observer. Elle détient également une ceinture noire de jiu-jitsu,
qu'elle a obtenue après qu'un homme l'ait suivie jusqu'à chez elle à l'université. Ce n'est pas une personne avec qui il faut plaisanter. Cela a rendu les événements qui ont suivi d'autant plus surréalistes. Compte tenu de l'histoire, je ne l'ai pas tout de suite présenté à ma famille. J'ai appris à préserver la confidentialité de mes relations tant que je ne suis pas sûr de leur stabilité. À Noël, j'ai décidé qu'il était temps de procéder aux présentations. Je n'avais pas prévu que cela dégénérerait en catastrophe. La situation a explosé dès que je leur ai montré des photos d'Alison. Nat a jeté un coup d'œil à l'une d'elles et s'est exclamé « Tu es sérieux ? C'est mon ex. » J'étais stupéfait. « Attends, quoi ? Tu es sorti avec Alison ? » Apparemment, ils avaient eu quelques rendez-vous sans lendemain quelques mois avant qu'elle et moi nous rencontrions. Selon Nat, c'était une sorte d'histoire d'amour épique qui s'était terminée par un chagrin d'amour. Typique Nat. Il est parti en trombe dans sa chambre et a claqué la porte comme un adolescent. Ma mère m'a lancé le même regard déçu que j'avais vu d'innombrables fois. Plus tard dans la soirée, j'ai posé des questions à Alison à ce sujet. Elle m'a tout expliqué. Ils étaient sortis ensemble 3 fois. Elle avait mis fin à la relation lorsqu'il avait commencé à se montrer trop collant trop vite. Lors de leur 3e rendez-vous, il avait évoqué l'idée qu'elle rencontre ses parents et qu'ils planifient un week-end ensemble. Quand elle lui a fait comprendre que cela allait trop vite, il s'est présenté à son bureau le lendemain avec des fleurs. Cela a scellé sa décision. Elle a immédiatement bloqué son numéro. Il n'était pas question que je rompe avec Alison à cause d'un drame ridicule. Nat a refusé d'abandonner l'affaire. Il n'a cessé de se plaindre à qui voulait bien l'écouter que je lui avais volé son ex. Pendant ce temps, ma mère a commencé à faire des remarques subtiles et sarcastiques sur la loyauté familiale chaque fois que le nom d'Alison était mentionné. Finalement, Nat a apparemment laissé tomber le sujet, et j'ai supposé que nous étions passés à autre chose. Je ne pouvais pas être plus dans l'erreur. Avance rapide jusqu'à cet été. Après environ 15 mois ensemble, j'étais certain qu'Alison était la bonne. Pour son anniversaire, je n'ai reculé devant aucune dépense, réservant une salle privée dans son restaurant préféré, invitant nos 2 familles et nos amis proches, et investissant 3 mois de salaire dans la bague parfaite. La soirée n'aurait pas pu être plus parfaite. Elle a accepté ma demande, et la salle a éclaté en applaudissements. Cela aurait dû être l'un des moments les plus heureux de ma vie. Presque tout le monde applaudissait, sauf Nat, qui s'est levé et est sorti en trombe. Au milieu des acclamations, ma mère l'a suivi comme si elle poursuivait un enfant en bas âge faisant une crise de colère. En partant, elle m'a jeté un regard comme si j'avais fait ma demande uniquement pour contrarier Nat. Mon père est resté en arrière, a haussé les épaules maladroitement et s'est joint à la fête. Plus tard dans la soirée, Derek m'a pris à part et m'a fait remarquer, ta mère a littéralement couru après un adulte qui se comportait comme un enfant de 5 ans parce que quelqu'un d'autre s'est fiancé. C'est dingue. Dit de cette façon, c'était à la fois hilarant et déprimant. Pendant les 2 mois qui ont suivi, Nat a à peine communiqué avec moi, ce qui, franchement, a été un certain soulagement. Puis, complètement inattendu, il nous a invités, Alison et moi, à dîner chez lui, en déclarant qu'il voulait arranger les choses avant le mariage. Mes parents et Cathy seraient également présents, nous avons donc supposé que c'était relativement sûr. Cathy m'a envoyé un texto, timing louche. Tu veux que j'apporte un tasé? Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Nous aurions dû la prendre plus au sérieux. Le dîner lui-même était tendu, mais sans incident. Ma mère a sans cesse bombardé Alison de questions pointues sur son parcours et sa carrière, comme si elle essayait de la piéger dans une contradiction, faisant des remarques désobligeantes subtiles sur son poste de marketing par rapport au perpétuel start-up de Nat. Alison n'a pas bronché. Elle a même complimenté la coupe de cheveux atroce de ma mère sans même scier. Après le dîner, nous sommes tous passés au salon pour le café. Environ 30 minutes plus tard, Nat s'est levé et a annoncé qu'il avait quelque chose d'important à partager. Il s'est lancé dans un discours exagéré sur combien il était important pour lui de nous avoir tous présents pour son moment spécial. Puis, à mon incrédulité totale, il s'est agenouillé, a sorti une boîte à bagues et a demandé Alison en mariage. Toute la pièce s'est figée. Alison avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Lève-toi et range cette bague », a-t-elle déclaré fermement. Mon père a tenté de désamorcer la situation, mais j'étais déjà à l'autre bout de la pièce. J'ai saisi Nat par le col et je l'ai frappé, le faisant s'écraser contre la table basse. Pendant que mon père me retenait, Nat a commencé à délirer,
disant qu'Alison était seulement avec moi pour se venger de lui d'avoir mis fin à leur relation, et que sa réaction prouvait qu'elle ne m'aimait pas sincèrement. Pendant ce temps, ma mère me hurlait dessus pour avoir frappé son précieux fils, ignorant complètement ses actions. Cathy nous a escortés, Alison et moi, hors de la maison avant que la situation ne dégénère davantage. Dans la voiture, Alison était furieuse. Je suis sorti 3 fois avec ce clown. 3. Et maintenant, 1 an et demi plus tard, il nous sort ça. De quelle planète vient-il? Je n'avais aucune réponse raisonnable. La logique est inexistante dans le monde de Nat. Une semaine s'est écoulée depuis cet incident, et je reste furieux. Mes parents n'arrêtent pas de m'envoyer des messages, principalement pour défendre Nat et m'accuser de réagir de manière excessive. Ma mère a même eu l'audace d'affirmer que je lui devais des excuses pour l'avoir frappé. Il est sensible. Il essayait simplement d'exprimer ses émotions, m'a-t-elle écrit. J'ai répondu, moi aussi, en l'empêchant de demander ma fiancée en mariage. Finalement, j'ai contacté Nat et je lui ai dit que nous devions avoir une conversation en présence d'Alison. À ma grande surprise, il a accepté. Nous nous sommes rencontrés à mon appartement ce week-end-là. Nat avait l'air négligé. Il est resté assis en silence pendant un moment avant que je ne finisse par demander, « Alors, à quoi diable pensais-tu » ? « Ce n'est pas ce que ça semblait, » a-t-il répondu. « Tu as demandé ma fiancée en mariage ? Qu'est-ce qui n'est pas sérieux là-dedans » Il a expliqué que lui et son ami Craig avaient discuté d'Alison et avaient élaboré une théorie selon laquelle elle ne sortait avec moi que pour se venger de Nat d'avoir mis fin à leur relation. Par conséquent, Nat a décidé de la tester en la demandant en mariage. Si elle avait vraiment des sentiments pour lui, elle aurait accepté la demande, ou du moins, se serait sentie flattée. Son rejet immédiat indiquait qu'elle pourrait effectivement être amoureuse de toi. Il a prononcé ces mots, et le visage d'Alison s'est tordu de rage. Alors, tu as intentionnellement humilié tout le monde juste pour te livrer à un jeu tordu? Te rends-tu compte à quel point c'est complètement dérangé? Nat a simplement haussé les épaules. J'avais besoin de vérifier la vérité, a-t-il déclaré. Craig affirmait que je l'avais éconduite. Craig, qui vit avec sa mère, croit réellement que les jetons non fongibles constituent une stratégie de retraite viable. Peut-être devrais-tu éviter de lui demander des conseils de vie, pour remettre les choses dans leur contexte, ai-je suggéré. Craig est le compagnon de fac délirant de Nat. C'est lui qui a persuadé Nat d'investir dans la crypto-monnaie juste avant que le marché ne connaisse une chute brutale. C'est aussi le cerveau derrière le logo du food truck, une représentation d'un taco qui ressemblait de façon troublante à l'anatomie humaine. Ces deux-là réunis ne pourraient pas éclairer une simple veilleuse. La conversation a rapidement dégénéré en chaos. Nat a tenté de faire valoir qu'il avait parfaitement le droit de tester Alison, citant l'adage « les potes avant les femmes ». Il a affirmé que, si les rôles avaient été inversés, il se serait retiré. Ceci, cependant, était pure fantaisie. Avant de partir, Nat a déclaré « Je ne serai pas présent à votre mariage. Je ne peux pas approuver cette relation, sachant que j'étais avec elle avant toi, même si cela ne comprenait que quelques rendez-vous. » Tu n'avais personne, espèce d'abruti, ai-je rétorqué sèchement. Et voici une bonne nouvelle, tu n'étais pas invité. Après son départ, j'ai informé mes parents de la situation. Mon père a en fait semblé comprendre la situation, mais ma mère a continué à lui trouver des excuses, la présentant comme un grand malentendu. Il est émotif et il apprécie sincèrement Alison, a-t-elle fait remarquer. Tu aurais dû le consulter avant de commencer une relation avec elle. Alison, parlant assez fort pour que ma mère l'entende, a déclaré « Nous sommes sortis ensemble à 3 reprises il y a plus d'1 an. Je me souviens à peine de son nom de famille. » Ma mère a immédiatement mis fin à l'appel. Plus tard, Cathy a téléphoné et a exprimé son soutien total, déclarant qu'elle ne pouvait pas comprendre le comportement de Nat. « Je te l'ai dit, maman a créé un monstre, a-t-elle déclaré, mais elle ne l'admettra jamais. Actuellement, j'ai pris mes distances considérablement avec Nat et mes parents. Alison et moi poursuivons nos préparatifs de mariage, malgré le drame familial qui plane sur tout. Ce week-end-là, Derek est arrivé avec une pizza et sa PlayStation, déclarant qu'il était temps de faire une pause dans la planification du mariage. Il a conseillé, tu dois vaincre des ennemis à l'écran, pas donner des coups de poing à ton frère dans la vraie vie. Il n'avait pas tort. Environ un mois plus tard, tout a de nouveau éclaté. Cette fois, c'est arrivé lors d'un dîner que mes parents ont organisé pour célébrer la promotion de Cathy. Nat, bien sûr, n'était pas présent,
affirmant être, comme par hasard, occupée. Cathy avait récemment été nommée infirmière en chef aux urgences, et nous étions tous réunis chez mes parents pour honorer sa réussite. Au cours du dîner, elle a commencé à parler de ses prochaines vacances en Europe, puis a demandé nonchalamment, « Brody, je sais que Nat n'est pas invité à ton mariage, mais serais-tu d'accord pour qu'il assiste à ma fête d'anniversaire le mois prochain, pas vrai ?» J'ai répondu en haussant les épaules avec désinvolture. « C'est ton anniversaire. Invite qui tu veux. » Ce fut le catalyseur. Ma mère, qui avait bouilli intérieurement toute la soirée, a soudainement explosé. « Attends, tu refuses toujours sérieusement d'inviter Nat à ton mariage ? Je pensais que ce n'était que toi qui étais mélodramatique. » J'ai répondu simplement. « Non. Il n'est toujours pas invité. » Cela l'a encore plus exaspérée. Elle s'est lancée dans une tirade sur mon immaturité et m'a accusé de nourrir des rancunes. J'ai réitéré que Nat et moi avions mutuellement convenu qu'il ne serait pas présent. Puis, elle s'est exclamée, « Tu essaies de briser la famille. Tu es simplement aigri parce que Nat possède un charme que tu n'as pas. » J'ai haussé un sourcil. Du charme ? L'individu qui porte des t-shirts sur les crypto-monnaies et qui n'a pas occupé d'emploi véritable depuis la fac ? Sa conception de l'intelligence se résume à citer Joe Rogan. Mais bien sûr, à tes yeux, c'est une fusion de George Clooney et d'Elon Musk. J'ai marqué une pause pour respirer et j'ai ajouté, quoi qu'il en soit, ce dîner est censé célébrer Caddy. Ne le gâchons pas. Ma mère est partie en trombe dans la cuisine. Par la suite, l'atmosphère est devenue atrocement tendue. Mon père a tenté de sauver la soirée en posant de nombreuses questions à Caddy sur son nouveau rôle, mais l'ambiance était déjà irrémédiablement gâchée. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée à notre domicile sans prévenir. Allison travaillait à distance et je venais de rentrer d'une réunion. Ma mère n'a pas attendu d'invitation. Elle a fait irruption et a immédiatement exigé que nous réglions le problème Nat une fois pour toutes. Puis vint le sermon. Tu devrais avoir suffisamment confiance en ta relation pour ne pas te sentir menacé par la petite blague de Nat. Demander ma fiancée en mariage n'est pas une blague, ai-je déclaré sèchement. Elle a insisté sur le fait que j'étais vindicatif en l'excluant et qu'il était temps que je mûrisse. J'ai réitéré que Nat et moi avions tous deux convenu qu'il ne serait pas présent. Si elle avait un problème avec cet arrangement, elle devait en parler avec lui. Cela a déclenché une dispute, qui a culminé avec son coup de grâce. Si Nat n'est pas le bienvenu, alors moi non plus. Je suis resté calme. C'est ta décision. Je ne vais pas te supplier d'assister à mon mariage. Elle a cligné des yeux comme si je venais de la gifler. Tu es sérieusement content que ta propre mère manque ton mariage ? Ce ne serait pas la première étape importante que tu rates à cause de Nat, n'est-ce pas ? Cela a touché un point sensible. Elle a manqué ma remise de diplôme universitaire parce que Nat avait un rhume. Elle n'a pas assisté à ma première cérémonie de remise de prix professionnel parce que Nat avait un rôle d'arbre d'une seule ligne dans une production théâtrale locale. Littéralement. Elle m'a traité de sans-cœur et est sortie en trombe en quelques heures. Mon téléphone a été inondé de messages et d'appels de parents de son côté aux cousins, tantes, oncles qui m'accusaient tous d'être égoïste et irrespectueux envers ma mère. Ce soir-là, mon père m'a téléphoné discrètement. « Écoute, ta mère dépasse les bornes cette fois-ci. Le comportement de Nat était totalement inacceptable et il doit en subir les conséquences. Je serai à ton mariage, quelle que soit sa décision. » J'étais stupéfait. Pour la première fois en 35 ans, mon père ne se rangeait pas du côté de ma mère concernant Nat. Peut-être, après tout ce temps, avait-il enfin cessé de l'encourager. Pendant ce temps, Nat était activement engagé sur les réseaux sociaux, publiant des messages énigmatiques sur la trahison familiale et affirmant que le sang ne signifie pas la loyauté. Ma mère commentait avec des cœurs et des messages de soutien sous chaque publication. Il a même compilé une playlist Spotify intitulée A Song for Trader, remplie de morceaux émo gémissants du milieu des années 2000. Allison est devenue une victime collatérale du conflit. Ma mère a commencé à lui envoyer des messages directs, essayant de la culpabiliser pour qu'elle me persuade d'autoriser Nat à assister au mariage. Quand Allison a ignoré les messages, ma mère a répandu des rumeurs selon lesquelles Allison me manipulait et m'éloignait de la famille. La majorité de la famille de ma mère a décidé de boycotter le mariage. Heureusement, la famille de mon père avait toujours l'intention d'y assister. Cathy a promis qu'elle serait là, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, nous avons ajusté la liste des invités, la réduisant de moitié. Nous avons réduit le mariage en conséquence.
Le bon côté des choses? Nous avons économisé environ 15 000 $ sur les frais de traiteur et de salle, des fonds que nous avons finalement alloués à un voyage de noces amélioré en Nouvelle-Zélande. 2 semaines après le début du conflit familial, ma mère est apparue à notre porte de façon inattendue. Encore une fois, sans aucune notification préalable. Alison m'a envoyé un SMS au travail. Ta mère est là. Elle dit qu'elle veut parler. Dois-je la laisser entrer? Je l'ai informée que je serais à la maison dans 20 minutes et que c'était sa décision si elle se sentait en sécurité en la laissant entrer. À mon arrivée, elles étaient toutes les deux assises à la table à manger. Alison avait préparé du café, mais ma mère n'y avait pas touché. La tension était palpable. Ma mère a commencé par ce qui semblait être une branche d'olivier. J'ai réfléchi. Je ne veux pas que cette situation nous déchire. La famille devrait être primordiale. Pendant un bref instant, j'ai caressé l'idée qu'elle était prête à accepter ses responsabilités. Puis, elle s'est tournée vers Alison et a déclaré « J'espérais vous trouver seule. Je crois que si Brody ne vous influençait pas, vous percevriez les choses concernant Nat plus clairement. » Alison répondit calmement et avec respect « Je ne discuterai pas de cela sans la présence de Brody. Cela le concerne lui, son frère et sa famille. » L'expression de ma mère se durcit. « Alors, maintenant, tu as besoin de sa permission pour parler? Je croyais que tu étais censée être indépendante. » J'intervins, « Maman, ça suffit. Si tu es venue ici pour insulter Alison, la porte est juste là. » Elle m'ignora et continua de s'adresser à Alison. « Avant ton arrivée, notre famille se portait parfaitement bien. Maintenant, Brody se croit supérieur à nous. Je me demande d'où lui vient cette idée. » Alison, conservant son sang-froid, répondit. « En réalité, avant que je ne sois impliqué, Brody avait déjà travaillé dur pour réussir. Il s'est forgé son propre chemin sans dépendre de personne. » Puis, elle se leva. « Vous devriez partir. Reprenons cette conversation lorsque les émotions ne seront pas si exacerbées. » Et c'est là que ma mère a complètement perdu le contrôle. Alors qu'Alison se dirigeait vers la porte d'entrée, ma mère se jeta brusquement sur elle et la tira en arrière par les cheveux. Alison trébucha, heurta le sol et, en quelques secondes, ma mère était sur elle, hurlant sauvagement et lui griffant le visage. Je me précipitai, arrachai ma mère de force et la conduisis hors de la maison. Elle resta dehors, frappant à la porte pendant près de 10 minutes avant de finalement s'éloigner en tempêtant. Alison était secouée, mais heureusement, ses blessures étaient mineures. Quelques égratignures, un bras meurtri et une petite touffe de cheveux arrachés. J'ai immédiatement contacté mon père et Caddy pour leur expliquer ce qui s'était passé. Mon père était stupéfait, mais il tenta tout de même de la défendre. Elle subit juste beaucoup de pression ces derniers temps, expliqua-t-il. Moi aussi, rétorquai-je sèchement. Pourtant, je n'ai agressé physiquement personne. Cathy, qui a été confrontée à de nombreux cas de violence domestique dans le cadre de sa profession d'infirmière, arriva rapidement pour évaluer l'état d'Alison. Elle nous encouragea vivement à signaler l'incident. Ce n'est pas juste une querelle familiale, déclara-t-elle fermement. C'était une agression physique. Alison hésitait initialement à impliquer les autorités, mais après que nous lui ayons expliqué l'importance potentielle d'avoir un dossier officiel au cas où la situation s'aggraverait, elle acquiesça. Les policiers qui sont intervenus nous ont informé que, même si Alison choisissait de ne pas porter plainte, l'affaire pourrait quand même être poursuivie sur la base des preuves disponibles. Ils nous ont également conseillé d'envisager d'obtenir une ordonnance restrictive. L'un des policiers me prit à part pendant qu'Alison donnait sa déposition. Je suis constamment confronté à des disputes familiales, me confia-t-il. Ce n'est pas simplement un accès de colère. Votre mère a franchi une limite importante. Il me tendit une carte de visite d'un avocat spécialisé en droit de la famille et en ordonnance de protection. Étonnamment, Nat resta complètement silencieux pendant toute cette épreuve. Je lui envoyai un texto pour l'informer de ce qui s'était passé. Sa réponse ? C'est dingue. Je suis désolé. Aucune tentative de dédouanement. Aucune tentative de justification. C'était simplement la reconnaissance que notre mère avait définitivement franchi une limite grave. Par la suite, j'ai contacté Derek, qui est arrivé avec des hamburgers de notre établissement préféré et a écouté attentivement pendant que je racontais toute la situation. À la fin de mon récit, il secoua simplement la tête avec incrédulité. « Mec, je te dis depuis le lycée que ta mère ne tourne pas rond.
Peut-être que maintenant tu vas enfin me croire. Il m'a même aidé à rédiger un courriel de non-communication à envoyer à ma mère. Il était succinct et sans équivoque: suite à ton agression physique sur Allison, je romps tous les liens. Ne venez pas chez nous. Ne nous contactez pas par téléphone, par courriel ou par l'intermédiaire d'un tiers. Toute communication future se fera par l'intermédiaire de notre avocat. Cette décision est définitive. Je l'ai bloquée sur toutes les applications et j'ai informé mon père que je ne lui parlerai plus tant qu'elle n'aurait pas cherché une aide professionnelle et présenté des excuses sincères à Allison. Allison et moi avons également commencé à envisager sérieusement de déménager. Suite au mariage, elle avait reçu une offre de mutation au bureau d'Atlanta de son entreprise. Et comme je travaille à distance, la perspective d'un déménagement ne présentait aucun défi logistique. L'idée d'un nouveau départ, loin de cet enchevêtrement toxique, s'avérait de plus en plus séduisante. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au palais de justice et avons déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire. Sur la base du rapport de police et des preuves photographiques des blessures d'Allison, le juge l'a accordé sans délai. Pendant les 90 jours suivants, il était légalement interdit à ma mère de s'approcher à moins de 500 pieds de nous ou de notre résidence. Maintenant, voici quelque chose que je n'ai pas encore mentionné: l'argent. Et c'est d'une importance considérable. 5 ans auparavant, mon grand-père était décédé, léguant un héritage substantiel à partager équitablement entre ses 3 petits-enfants, moi, Caddy et Nat. Mes parents avaient été désignés comme administrateurs du patrimoine jusqu'à ce que nous atteignions l'âge de 30 ans ou que nous nous marions, selon la première éventualité. Mon grand-père était un entrepreneur avisé qui avait créé une chaîne de quincaillerie dans le Midwest et avait ensuite vendu l'entreprise pour des millions de dollars avant de prendre sa retraite. Chaque petit enfant devait recevoir environ 450 000 $, sans compter les revenus provenant de plusieurs propriétés locatives qu'il continuait de posséder. Cependant, la réalité était que je voyais à peine cet argent. Chaque fois que je me renseignais à ce sujet, mes parents offraient des réponses vagues, affirmant qu'il était bloqué ou qu'une part importante avait été affectée aux besoins familiaux. Cathy avait reçu des explications similaires. Après l'incident impliquant ma mère, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. J'ai demandé les relevés financiers de la fiducie, que, selon la loi, mes parents étaient tenus de fournir en tant qu'administrateurs. Ce que j'ai découvert a confirmé mes pires craintes. Ils avaient systématiquement détourné des fonds, principalement sur mes parts et celles de Cathy, pour financer le train de vie de Nat et compenser ses entreprises ratées. Son appartement à 2300 $ par mois était payé directement par la fiducie. Sa voiture, un VUS à 42 000 $, a été payé intégralement. Cette entreprise de Taco Truck qui a finalement échoué a été financée avec 85 000 $ provenant de la fiducie. Son ordinateur de jeu personnalisé a coûté 5 500 $. Tout cela provenait de ce qui était censé être notre héritage. Pendant ce temps, j'avais reçu un total de 15 000 $ pour les frais de scolarité. Cathy n'a reçu que 12 000 $ sur une période de 5 ans d'un fonds qui était censé fournir à chacun d'entre nous près d'un demi-million de dollars. La preuve écrite était irréfutable. Des virements réguliers et automatiques de la fiducie vers le compte courant de Nat, 4 000 $ par mois pour les dépenses courantes. Les paiements pour ses cartes de crédit, son assurance auto, sa facture de téléphone, ses services de streaming et même ses abonnements premium sur les applications de rencontres, étaient tous méticuleusement documentés. J'ai consulté un avocat spécialisé dans le droit des fiducies et des successions. Il a corroboré ce que je soupçonnais déjà: mes parents avaient manqué à leur obligation fiduciaire en gérant mal la fiducie et en favorisant injustement un seul bénéficiaire. Avec le soutien indéfectible de Cathy, j'ai intenté une action civile contre eux pour détournement de fonds, violation de leurs responsabilités en tant qu'administrateur et violation de l'acte de fiducie. Les preuves étaient irréfutables. Les virements bancaires, les reçus et les contrats de location remontaient tous à la fiducie. Lorsqu'ils ont été assignés, le chaos s'est installé. Mon père a appelé, pris de panique. « Brody, pouvons-nous s'il vous plaît en discuter ? Tout cela n'est qu'un malentendu. Les documents parlent d'eux-mêmes, ai-je rétorqué. Rien n'est ambigu. » Puis ma mère a pris le relais, son ton soudainement mielleux. « Chérie, nous avions toujours l'intention de le rembourser. Nous voulions simplement aider ton frère à traverser une période difficile. 5 ans, c'est une période plutôt prolongée et difficile, ai-je répondu. Et cet argent ne vous appartenait pas pour l'aider. Grand-père nous l'a légué à nous, pas à vous. La poursuite a fait l'effet d'une bombe. Mon avocat,
un ancien procureur spécialisé dans les crimes financiers, a pris l'affaire à cœur. Il a découvert encore plus que je ne l'avais prévu. Non seulement mes parents avaient détourné des fonds, mais ils avaient également modifié certains des rapports annuels obligatoires de la fiducie pour dissimuler leurs actions. L'action en justice a semé la panique dans leurs finances. Une fois la procédure engagée, leurs comptes ont été temporairement gelés, coupant ainsi la bouée de sauvetage financière dont Nat était devenu dépendant. Au fur et à mesure que l'affaire était versée au dossier public, leurs cotes de crédit ont chuté. Mon père envisageait de prendre sa retraite. L'année suivante, il a été contraint d'abandonner ce projet. Ma mère, toujours aussi rancunière, a accepté un poste de réceptionniste dans une clinique dentaire, un rôle qu'elle jugeait indigne d'elle. Leur adhésion au club de golf a été abandonnée, car ils ne pouvaient plus se permettre les cotisations mensuelles. Leur vie sociale s'est tranquillement désintégrée. Personne ne les a confrontés directement, mais le silence en disait long. Les invitations à leurs somptueux dîners ont cessé. De toute évidence, voler ses propres enfants n'est pas bien vu dans les cercles de golfeurs aisés. Pendant ce temps, Nat sombrait. Les factures s'accumulaient, les avis d'expulsion arrivaient et ses cartes de crédit atteignaient leurs limites. La réalité s'est finalement imposée. Il était incapable d'ouvrir de nouveaux comptes. Il n'avait aucun antécédent professionnel et croulait sous les dettes. Lorsque la compagnie d'électricité a coupé son courant au milieu de l'hiver, il a enduré 3 jours sans chauffage ni lumière. Environ une semaine après le début de sa crise, Nat m'a contacté. « Eh, mec », dit-il en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Je sais que les choses ont été tendues entre nous, mais je suis vraiment dans la panade. Pourrais-tu me prêter quelque chose jusqu'à ce que tout cela se calme ? Je te jure que je te rembourserai. » « Je ne peux pas t'aider, répondis-je. Le moindre centime que je possède est alloué aux frais de justice, afin de récupérer ce qui a été volé à Cathy et à moi. Je suis sur le point d'être expulsé, Brody, il me semble que c'est de ta responsabilité. Il paraît que Target embauche, fit-il avant de raccrocher. 1 mois après le dépôt de la plainte, Allison et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie considérablement plus modeste, en présence d'une 50aine d'invités seulement. Mon père était présent seul et s'est montré courtois. Cathy est venue avec son petit ami. Nat et ma mère étaient absents de manière ostensible, exactement comme nous l'avions souhaité. Derek, mon témoin, a veillé à maintenir une ambiance joyeuse. Son discours incluait « Je n'ai jamais vu quelqu'un encaisser autant de tirs fratricides de sa propre famille et en sortir malgré tout victorieux. » Les rires de ceux qui connaissaient toute l'histoire étaient presque assourdissants. L'affaire s'est soldée par un accord amiable. Avant d'arriver devant le tribunal, mes parents ont consenti à rembourser les fonds selon un plan qui ne les ruinerait pas, mais qui exigerait d'eux une réduction significative de leur train de vie. Leur maison de vacances dans le Nord a été vendue à perte. Ils ont renoncé à leur vaste demeure et ont déménagé dans un petit appartement en copropriété dans un quartier qu'ils avaient autrefois dénigré. Le bateau de prix a été le premier bien à être liquidé, vendu pour couvrir les premiers versements. Le reste de l'argent de la fiducie a été placé sous la gestion d'un administrateur fiduciaire neutre qui respectait des règles strictes. J'ai reçu ma part intégrale immédiatement. Étant donné que j'avais plus de 30 ans et que j'étais marié, Cathy recevrait la sienne à son 30e anniversaire. La part de Nat restait bloquée jusqu'à ce qu'il ait 30 ans ou qu'il prouve une année complète d'emploi stable. En l'apprenant, il entra dans une colère noire. « C'est mon argent » m'envoya-t-il par SMS avec véhémence. « 1/3 est à toi » répondis-je, « et tu le recevras, conformément aux conditions de grand-père, pour les études, les entreprises réelles, ou après avoir satisfait aux conditions spécifiées. » L'époque des chèques en blanc est révolue. Une fois que le juge eut signé l'accord, les fonds furent versés sur mon compte. Après impôts et frais, le montant net s'élevait à 397 000 $. Cathy recevrait une somme similaire à son anniversaire, le solde totalisant environ 450 000 $. La majeure partie de la part de Nat restait bloquée, une partie déjà affectée au remboursement de ce que mes parents avaient détourné. La première chose que j'ai faite a été de rembourser notre maison. Par la suite, j'ai réservé une lune de miel comme il se doit, 2 semaines de luxe en Nouvelle-Zélande, en voyageant en première classe. Enfin, j'ai commencé à constituer un portefeuille d'investissement. Grand-père aurait été fier. Je me suis abstenu de mentionner quoi que ce soit à Nat, le laissant mijoter dans l'incertitude, en croyant que tout restait en suspens, ce qui me semblait tout à fait approprié. 6 mois se sont écoulés depuis l'accord, et nous avons officiellement déménagé à Atlanta. Allison s'épanouit dans son nouveau poste,
et j'ai été promu architecte en chef dans mon entreprise. Nous avons acheté une maison dans une banlieue paisible. Spacieuse, calme et parfaite, elle dispose de 4 chambres, d'un sous-sol aménagé et d'un vaste jardin. Nous avons adopté un croisé berger allemand au refuge. Nous l'avons appelé Roquette. Il est intelligent, désireux d'apprendre, et obéit déjà à une douzaine d'ordres. Allison plaisante, il est mieux dressé que n'importe qui dans ta famille. Mes parents n'ont pas cessé de me contacter. Je reçois un flux constant de courriels et de SMS, certains d'excuses, certains simplement des nouvelles de Nat, et certains laissant entendre qu'ils aimeraient nous rendre visite. Je maintiens des réponses brèves et des limites fermes. Avant de déménager, nous avons renouvelé l'ordonnance restrictive. Maintenant que nous sommes à des centaines de kilomètres, cela n'a pas été nécessaire. Papa appelle tous les mois. Il donne généralement des nouvelles de leur situation financière, la décrivant comme tendue mais gérable, et de ses progrès en thérapie. Il s'efforce de désapprendre les habitudes d'accommodement qu'il avait adoptées et d'établir de nouvelles limites, en particulier avec Nat et ma mère. Mais le changement le plus inattendu concerne Nat. Sa source de financement coupée, il a décroché un emploi dans un magasin de vente au détail de produits technologiques. Cathy dit, d'après leurs conversations occasionnelles, qu'il s'y accroche en fait. Qu'il se présente au travail, gagne des chèques de paie, et peut-être, juste peut-être, qu'il commence à mûrir. Il y a quelques semaines à peine, j'ai reçu un courriel de Nat qui m'a complètement décontenancé. J'ai réfléchi à tout. Ce coup de la demande en mariage était vraiment déplacé, je m'en rends compte maintenant. Ce n'était même pas vraiment à cause d'Allison, c'était à cause de mon amertume. Tu allais de l'avant, et moi j'étais bloqué. Maman et papa m'ont laissé planer dans la vie, et j'en ai pleinement profité. C'est de ma faute. Je ne demande pas à ce que tout soit effacé. Je voulais juste l'admettre. La réalité est différente quand on travaille et qu'on gagne de l'argent. S'il te plaît, dis à Allison que je suis désolé pour la façon dont je vous ai traités tous les deux. Vous ne méritiez pas ce traitement. Je n'ai pas répondu immédiatement, j'avais besoin de temps pour réfléchir à la situation. Suite à une conversation avec Allison, je lui ai envoyé une brève note pour le remercier de son message et reconnaître son importance. Meilleurs vœux au travail. Environ une semaine plus tard, un colis est arrivé de notre ville natale. Il contenait un chèque de $500, accompagné d'un mot disant « Premier versement de ce que je dois ». Bien que ce ne fût pas substantiel, c'était quelque chose. Comparé aux fonds illégalement soutirés de la fiducie, ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Néanmoins, c'était la première fois que Nat acceptait la responsabilité d'une action quelconque, et cela avait une importance considérable. Ma mère, au contraire, manque toujours de compréhension. Son courriel le plus récent disait « Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à nous punir alors que Nat est manifestement passé à autre chose. » Elle n'a jamais compris que ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agit de responsabilité. Elle persiste à envoyer des messages passifs-agressifs. Le mois dernier encore, elle a rédigé une longue note expliquant que les vraies familles accordent leur pardon et que tout le monde se trompe de temps en temps. Je l'ai transféré à Derek, qui a répondu par un GIF représentant une personne jouant du plus petit violon du monde. Mon père, en revanche, commence peu à peu à reconnaître ses lacunes depuis qu'il a commencé sa thérapie. Il m'a envoyé un message disant que j'étais faible, affirmant qu'il était plus facile de maintenir la paix avec ma mère et Nat que de parler franchement. Il a reconnu avoir manqué à ses devoirs de père envers Cathy et moi et a exprimé son intention de s'améliorer. Cathy nous rend visite à Atlanta tous les quelques mois. Elle s'est fiancée récemment et prévoit un mariage de destination à Hawaï l'année prochaine. Nat figure sur la liste des invités. Nos parents désapprouvent sa décision, mais je la soutiens sans réserve. Son fiancé est un chirurgien pédiatrique qu'elle a rencontré au travail, et ils explorent la possibilité d'acheter une maison près de chez nous à Atlanta. La perspective de l'avoir à nouveau près de moi est comme récupérer une partie de ma vie. L'héritage de grand-père a profondément modifié notre avenir. Allison et moi avons déjà ouvert des comptes d'épargne-études pour nos futurs enfants et acheté une confortable cabane de vacances dans les montagnes de Caroline du Nord. Nous menons une vie modeste, évitant les voitures de sport et les dépenses ostentatoires. Cependant, la tranquillité découlant de la stabilité financière est inestimable. Allison et moi sommes dans la position la plus favorable que nous ayons jamais occupée. Établir une distance entre nous et le chaos familial s'est avéré extrêmement bénéfique pour nous deux. Nous avons entamé des discussions sérieuses concernant le fait d'avoir des enfants selon nos propres conditions,
dans un foyer imprégné de sérénité et d'affection. Derek nous rend visite environ une fois par mois. Sa profession exige des déplacements réguliers dans le sud-est des États-Unis, et il prend toujours le temps de séjourner chez nous. Allison et lui s'entendent presque trop bien. Il se livre à des taquineries coordonnées, comme s'il s'agissait d'un sport de compétition. Lors de sa dernière visite, il a inspecté la maison et a fait remarquer avec un sourire, « Vous savez quel est le meilleur aspect de cet endroit ? Il est suffisamment éloigné pour que votre mère ne puisse pas arriver à l'improviste. » On ne peut nier ce sentiment. Parfois, je me demande comment cette proposition insensée que Nat a faite il y a plusieurs mois a déclenché une réaction en chaîne que personne d'entre nous n'avait prévue. Ma mère a perdu son sang-froid. Mon père a finalement défendu quelque chose. Nat a dû faire face aux conséquences pour la première fois de sa vie. Et j'ai cessé de rechercher l'approbation que je n'étais pas destiné à recevoir. Ce n'était pas la trajectoire que j'avais prévue, mais elle m'a guidé jusqu'ici. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis en paix. Til og så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor er dine ben ømme? Det er fordi, jeg er i gang med at blive flot og lækker. Derfor er mine ben ømme. Og det der er den bedste... Nej, det ved jeg ikke. Hvad synes I har været den bedste vinkel indtil videre herhjemme? Eller, nu har I jo ikke set det fra den anden side, right? Men sådan... Cammæssigt. Fuck, jeg er træt. Den første. Mener du det? Den, hvor jeg sad derovre. Januarvinkel. Jeg kan legit ikke engang huske januarvinkel. Var det den derovre? Enig, mener I det? Virkelig? Jamen, hvad siger du, Nana? Jeg kan jo lidt ikke engang huske januarvinklen. Den er nostalgisk. What? Okay. Okay, jamen, I guess jeg er muted. What the fuck, altså? By the way, prøv lige at se her. Nu er jeg pick me. Jeg unmutter snart fra guld. Og det mener jeg. Det gør jeg sgu. Der hvor det bor er nu, men drejet, det står der, skal der have det til at stå foran vinduet. Det står kun halv foran vinduet jo. Det var også noget fedt over, dit rum var mørkt. Altid Crystal Palace. Ja, 6-0. Altså, de er også absurd dårlige i det der spil, åbenbart. Jamen, jeg guess det er rigtigt nok. Det kan være, at jeg bare skal begynde at slukke lyset igen. Og så Pigface, kan du måske fortælle mig, hvorfor der er en ny kameravinkel, hver gang jeg kommer herind? Hvis du leder efter din gode vinkel, så kan du lige så godt give op, KH. Tak for det, Kai Bøjsen. Så jeg skulle pris på, gamle. Ja, men det er jo i hvert fald en måned siden, jeg skiftede sidst, føler jeg. Så jeg føler, det er okay, måske. Føler det er okay. Ny måned, ny omrykning. Hallo? Stop. Så meget rykker jeg ikke rundt. Bare vent lige pludselig, og så står det her bord inde i det andet rum foran min seng. Når jeg har givet at samle det skab, der står derinde. Som har stået i 2 måneder usamlet. Venter til du skifter rum. Ja, præcis. Det sker lige om lidt. Lige om lidt, så er jeg rykket tilbage igen. Men det er også irriterende, fordi jeg synes egentlig, det er fint, at kommoden står her. Jeg synes, det er fint, at sofaen står her. Og så vil jeg jo egentlig gerne have sådan en tv-sted stående her. Du er godt humør i dag. Ja, det er jeg sgu. Jeg kan egentlig godt høre tonen, måske var det lige grov nok, når du læser op. Beklager, du skulle fint nok fyr. Altså, det er vildt nok ikke, Kai, fordi jeg føler sådan, jeg tror, du er en af de eneste mennesker i hele verden. Jeg føler, der kan skrive hvad som helst på Twitch, og jeg vil alligevel grine af det. Jeg glæder mig virkelig også til at samle den bogreol, jeg købte for 2 år siden. Det kommer til at se godt ud. Ja, det er det. Eller de spiseborg, hvordan tid så det? Skulle lige så skrive det, så siger du det. Jamen, det kom efter, jeg sagde det ved mig, Akko. Så det var endnu mere akavet. Hvor lang tid tog det? Tid. Din hårfarve er flot i den her belysning. Jamen, det er faktisk som om sådan, det er ikke rigtig rødt, men det ser heller ikke så gråt ud, som det plejer, føler jeg. Føler det er okay, faktisk. Det føler jeg. Men altså, Kasper, jeg samler sgu heller aldrig noget. Okay, hvis du siger det. Tag det ind, bjørnefar. Jeg gør det. Tak for det, Kav. Og virkelig godt at se dig, by the way. Klart, det er fordi, jeg lukker uendeligt meget lort ud, så folk ved, at det er bare for sjov og space. Ja, jeg gør i hvert fald. Bjørnefar, by the way. Wow.
lige måde. Godt at se ind i dine øjne. Hej. Hvad så? Du har vel været i vinterhi? Siger du, jeg har været i vinterhi om sommeren? Jeg gad virkelig godt i vinterhi. Jeg ligger nu, at jeg har set noget Alene i Vildmarken det sidste stykke tid, okay? I det Alene i Vildmarken, der er de sådan ude i Canada i fuld minus lortevejr, ikke? Og man tænker bare, fuck, det ser bare lort ud. Men jeg føler også sagtens, jeg kunne klare det. Det føler jeg altså godt. Jeg ved godt, det er gamle nyheder, man kan vi snakke om plakaterne bag, dengang var der fodboldstadionplakater, altså sådan rigtig drengerøst, nu er det Minnie Mouse, hvad sker der? Det er fordi, apropos, vi sidder så og hører MGP lige nu, Kai Bøjesen.